Alors bonsoir ou bonjour selon, me revoilà. Je continue la lecture du livre Les âmes qui parlent, que j'ai écrit voici quelques années, et nous en étions toujours au premier chapitre. J'allais aborder le sous-titre, puisque j'ai parsemé ce livre et chaque chapitre de petits sous-titres qui découpent la lecture agréablement. Donc retour à la vitrine magique, où, je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas lu la lecture précédente, j'avais vu un livre sur l'hypnose, et je n'avais pas d'argent à ce moment-là pour l'acheter. Les réponses étaient probablement là, devant moi, pourtant inaccessibles, derrière cette vitrine. Je contemplais ce que je considérais d'ores et déjà comme ma propriété. Il me fallait cet ouvrage de P.C. Jagot, Paul Clément Jagot, je pense, sur l'hypnose. Je mis pourtant plusieurs années à l'acquérir, car patiemment, j'avais économisé sou par sou, et lorsqu'enfin fébrile, enfermé dans ma chambre, je l'ouvris et lus les premières lignes, je n'y compris pas grand-chose. Ou je ne le voulus pas. J'avais la bizarre impression d'une curiosité mal placée, véritable défi lancé à Dieu lui-même. L'hypnose. Un pouvoir, un péché, d'orgueil. Oui, c'est de nouveau un sous-titre. Ainsi, l'éducation catholique reçue pesait encore sur moi de tout son poids. Réfléchir sur certains sujets, était-ce un péché grave? Je ne fis donc rien. Le temps poursuivit sa course, et le livre refit surface périodiquement. Ainsi, les quelques pages lues toujours les mêmes finirent par susciter en moi des pointes d'intelligibilité. Il faut dire que je n'avais aucune culture. Je ne savais pas ce que c'était que la psychologie, j'ignorais tout, quoi. D'ailleurs, on n'en parlait pas beaucoup de la psychologie à ce moment-là. Bon, alors, sous-titre encore, premier sujet, premières expériences. 22 ans. Un cote à Bruxelles, cote, je regarde, qui signifie petite chambre pour étudiants, en patois bruxellois. Donc, cote à Bruxelles, un travail de créateur publicitaire, plus qu'il n'en faut pour me sentir libéré de toute contrainte, totalement libre de commencer mes premières expériences d'hypnose. Je recrutais mes sujets au gré des rencontres, ce fut dès le départ un succès total, je n'essuyais aucun échec. Alors s'éveillait en moi la conscience aiguë des différences entre conception et réalisation, théorie et pratique. L'hypnose n'était pas essentiellement un pouvoir, puisque celui-ci résultait surtout de la connaissance de techniques spécifiques et de ses applications. Découragement aussi devant mon ignorance et, il faut bien le dire, une certaine naïveté. Petit sous-titre. Doute. Ce tout nouveau hobby, je ne l'exerçais que d'une manière puérile. Mon manque d'information était évident. La manière d'appliquer mes connaissances dans un but autre que la simple démonstration m'échappait en grande partie. Je voulais aider, guérir, faire du bien, mais pour qui, pourquoi, comment faire? Lorsque j'appris qu'au début du siècle, la Salpêtrière avait été le centre actif d'une série impressionnante de travaux, d'expériences et de recherches très poussées, je ne pus que constater mon insuffisance en ce domaine. Pour prendre un exemple, j'aurais pu me comparer à un chirurgien à qui il ne serait resté de sa science que le pouvoir d'ouvrir et de refermer les corps sans la capacité d'intervenir sur l'organe lésé ou malade. Je concluais donc à l'inutilité temporaire de ma technique en ce domaine et décidai de rester là. J'étais seul, je me sentais seul. L'hypnose, une supercherie? Encore un sous-titre.
En 1956, le monde scientifique ne voulait rien entendre concernant l'hypnose. Certains niaient même l'ombre de la possibilité du phénomène. Régulièrement, dans la presse paraissaient articles et commentaires démontrant la supercherie cachée derrière ces prétendus pouvoirs provoquant ce type de sommeil. Tout était toujours ramené au niveau du tour de foire ou du numéro de variété. Excédé par tant d'ignorance, je finis par écrire une lettre à la presse où je tentais d'expliquer la réalité du phénomène et en voici le contenu. Je vous le livre ici tel quel et bien que ce ne soit qu'une explication sommaire, je pense qu'elle peut néanmoins dans cet ouvrage y faire encore bonne figure. L'homme et l'hypnose, une réalité. C'est encore un sous-titre. L'hypnose. Article non paru, envoyé au journal Le Soir en 1956. En effet, je l'avais envoyé, mais personne ne l'avait publié. L'hypnose est un phénomène qui, longtemps exploité dans un but rentable sous forme de curiosité, a peu à peu impressionné les esprits et les a empreints d'une vision qui, sur la question, est totalement fausse. C'est vers 1941 que le mot hypnose, du grec hypnose, qui veut dire sommeil, a été introduit dans notre langage par le docteur Braid. Petit a, oui, je renvoie à la fin de l'ouvrage où je dis qui était Braid. Braid, qui à cette époque s'était mis à étudier scientifiquement le phénomène après avoir assisté à une démonstration où il voulait surtout y découvrir la supercherie. Le procédé employé pour obtenir l'hypnose est la suggestion dont l'emploi efficace est l'affirmation. Elle est basée également sur la fatigue des globes oculaires, résultat de la fixation d'un objet, d'où la croyance générale à la puissance du regard, qui, en réalité, fait office d'accessoire car l'hypnose peut être obtenue par la suggestion seule, mais la fixation d'un objet, voire l'œil, amène chez le sujet, en plus de la fatigue décrite plus haut, une concentration de l'esprit qui facilite l'assimilation des suggestions reçues. Certains états de distraction où, le regard perdu dans le vague, l'imagination vagabonde, se rapproche assez de l'hypnose. Vous voyez le genre, oui, je pense, je médite, je réfléchis. N'importe qui, possédant l'intelligence des procédés, peut provoquer chez toute personne consentante le sommeil artificiel ou hypnotique, à un degré plus ou moins poussé. Il ne faut donc pas voir chez l'hypnotiseur une volonté dépassant celle de son sujet, puisque les rôles peuvent être inversés et l'hypnotiseur consentant devenir ainsi l'hypnotisé. Je fais une petite parenthèse ici en disant, bien sûr tout le monde peut le faire, mais certains sont plus doués que d'autres. J'ignore pourquoi. Voilà. Alors, il y a des médecins qui pratiquent l'hypnose, ils ne sont pas tellement doués, ils y réussissent, mais certaines personnes, Freud par exemple, n'était pas du tout doué pour l'hypnose. Voilà. Et c'était un mauvais hypnotiseur. Charcot aussi. Charcot, qui à un moment donné a présidé à la Salpêtrière, et il était considéré par la suite comme un mauvais hypnotiseur. Il a donc relaté des théories à lui qui étaient fausses sur l'hypnose, puisqu'il se référait à lui. Il ne contrôlait probablement pas correctement les techniques de l'hypnose, et de plus, il n'y croyait pas vraiment. Donc, pour utiliser l'hypnose, il faut quand même y croire et y aller très fort. Voilà, je vous lirai la suite de l'article que j'avais écrit au journal Le Soir, en Belgique, et donc ce sera pour la prochaine fois. Bye bye. Le problème, c'est toujours d'éteindre, parce que je dois cliquer sur quelque chose, et je sais pas très bien sur quoi. Ah oui, voilà le petit point rouge, voilà, au revoir.